Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette belle initiative de la Société des Amis de Versailles qui a donc décidé que comme vous ne pouviez pas aller au château malheureusement en ce moment, que c'est le château qui irait jusqu'à vous. En soi, j'ai la sympathique tâche aujourd'hui de vous raconter une histoire, ou plutôt une rencontre, entre un lieu que vous connaissez tous, le château de Versailles bien entendu, et une figure également célébrissime, Jacqueline Kennedy. Alors, cette rencontre a comme cadre la très médiatisée visite d'État en France du président John Fitzgerald Kennedy à l'invitation du général de Gaulle entre le 31 mai et le 2 juin 1961. Élu en novembre 1960 35e président des États-Unis, le président Kennedy fait figure de petit nouveau sur la scène internationale, et ce en plein contexte de la guerre froide. En cela, les relations avec le général de Gaulle ne sont pas particulièrement au beau fixe, il faut bien l'avouer. Les deux hommes, soyons clairs, ne sont en accord sur rien, notamment sur la position de la France au sein de l'OTAN. Mais en arrivant à Orly le 31 mai, le président Kennedy possède une arme secrète et de charme, son épouse, Jacqueline, francophone et francophile, qui a fait des études à la Sorbonne et à l'école du Louvre, et il espère bien, par son intermédiaire, réussir à quelque peu amadouer le président français. De son côté, le général de Gaulle a une botte secrète, il va éblouir ses visiteurs. Alors, outre le traditionnel dîner d'État organisé à l'Élysée au soir du 31 mai, le général de Gaulle a décidé de se servir du patrimoine français en organisant dès le lendemain un autre banquet, mais cette fois-ci au château de Versailles. Le président, qui aime effectivement les symboles, voit dans le château l'occasion d'impressionner les visiteurs étrangers en leur faisant découvrir tous les fastes de la demeure des rois de France. D'ailleurs, le général a déjà reçu ici Khrouchtchev, les souverains thaïlandais ou encore Baudouin et Fabiola de Belgique quelques semaines avant les Kennedy. La seule différence, c'est que les précédentes réceptions avaient lieu en journée. Pour les Kennedy et Versailles, ce 1er juin 1961 est littéralement le grand soir. Tout ce soir, d'ailleurs, aura valeur de symbole ou de clin d'œil. Jacqueline Kennedy est coiffée par le célèbre Alexandre et la première dame, faisant très attention à ses tenues, porte une robe d'un couturier bien connu de Versailles et de ses amis, Hubert de Givenchy. La robe en soie est brodée de délicates fleurs inspirées par les gilets d'hommes de la cour de Louis XVI. La première dame porte également des créations de Van Cleef Arpels dans les cheveux. Pour le général de Gaulle, cette soirée fait donc figure d'essai, car il a des ambitions pour Versailles, des ambitions de réception, certes, comme ce soir et les réceptions précédentes, mais aussi résidentielles, qui aboutiront à l'aménagement du Grand Trianon et de l'aile de Trianon-sous-Bois, en résidence présidentielle quelques années plus tard, en 1964. Pour l'heure, la modernité est arrivée ce soir à Versailles, puisqu'une partie des grands appartements a été spécialement électrifiée pour l'occasion, favorisant un éclairage nocturne des plafonds. C'est le cas notamment du point de mire de cette réception, la Galerie des Glaces, où est organisé le grand dîner. Des cuisines provisoires ont été installées dans la cour des serres. Le menu est bien entendu à l'avenant. Velouté sultane, timbale de sol Joinville, cœur de filet de Charolais Renaissance, chaud-froid de volaille, salade romaine à l'estragon et parfait Viviane. Sur la table, on a fait disposer des éléments du Grand Vermeil de Napoléon Ier, exécutés par Henri-Auguste en 1804, en particulier les nefs et les cadenas de l'empereur et de l'impératrice. Mais la soirée n'est pas terminée. En empruntant la galerie de Pierre Nord, les chefs d'État se rendent à l'Opéra Royal pour assister à un spectacle. L'Opéra Royal est encore tout neuf, si on peut dire, ayant été restauré et inauguré quelques années plus tôt lors de la visite de la reine Élisabeth II en 1957. Installés dans la loge royale, les deux couples présidentiels assistent à un petit pot-pourri musical et artistique composé de 3 ballets. Le premier ballet se nomme Le Rendez-vous, où, sous une musique de Mozart, un marquis et une comtesse se retrouvent dans le parc de Versailles du temps de Marie-Antoinette. Ensuite, une autre danse, Pas de 4, sous une musique de César Puny, qui est d'ailleurs la musique de cette vidéo. Enfin, terminant le spectacle, une pastorale sous une musique de François Couperin. Évidemment, tout cela est absolument charmant, et après la représentation, les chefs d'État et leurs épouses ne manquent pas de venir saluer les danseurs lors d'une réception rassemblant les centaines d'invités admis ce soir à Versailles. Enfin, le couple Kennedy quitte le château par le parc illuminé aux fontaines allumées, où il s'attarde quelques instants avant de rentrer à Paris.
Les pérégrinations patrimoniales de Jacqueline Kennedy ne sont pas terminées pour autant. Dès le lendemain, elle se rend, toujours accompagnée par André Malraux, au musée du jeu de paume pour y voir notamment l'Olympia de Manet, qui est alors conservé. Par la suite, Jacqueline Kennedy se rend, à sa demande, au château de Malmaison pour une visite strictement privée et qui revêt pour elle d'un caractère tout particulier. Elle est accueillie à midi par Pierre Chaumer, conservateur des lieux, qui va lui faire découvrir la demeure emblématique de Joséphine, toujours en compagnie d'André Malraux. Jacqueline Kennedy voulait absolument ajouter Malmaison à son agenda. Une heure plus tard, c'est une jeune femme visiblement satisfaite qui prend congé d'un Pierre Chaumer ravi. L'après-midi même, en quittant le quai d'Orsay où ils étaient logés, et en prenant l'avion pour Vienne, où une rencontre avec le premier secrétaire soviétique Khrouchtchev est prévue, le président Kennedy et son épouse peuvent faire le bilan de leur séjour français. Au niveau diplomatique, c'est un échec, car si De Gaulle a sans doute un peu apprécié de manière personnelle les Kennedy, les désaccords demeurent nombreux et bien enracinés. Pour Jacqueline Kennedy, en revanche, ce voyage en France va avoir quelques répercussions à plusieurs niveaux quand elle sera de retour à la Maison-Blanche. En effet, le dîner versaillais lui inspire le format d'un autre dîner d'État qu'elle doit organiser quelques semaines plus tard pour le président du Pakistan. La petite révolution réside dans le fait que pour la première fois, un dîner d'État se déroulera à l'extérieur de la Maison-Blanche. C'est un lieu symbolique et historiquement important, comme Versailles, que Jacqueline Kennedy choisit, le domaine de Mount Vernon, à quelques kilomètres de Washington. Mount Vernon est en effet la propriété historique de George Washington, premier président des États-Unis. Comme De Gaulle et Versailles, Jackie Kennedy veut ainsi montrer l'importance de l'histoire de son pays et impressionner le visiteur. Car Jacqueline Kennedy se fait un point d'honneur à redécouvrir et surtout faire redécouvrir aux Américains leur histoire et leur patrimoine. Dès l'élection de son mari, elle lance ainsi un très ambitieux projet de restauration de la Maison-Blanche, la demeure présidentielle ayant été plus que malmenée par les administrations précédentes. Elle crée ainsi un comité des beaux-arts, un comité des peintures, une association historique qui va éditer un guide exhaustif sur l'histoire de la Maison-Blanche, et aussi et surtout, grâce à elle, la demeure présidentielle devient un musée par décret et tout son contenu est protégé. En effet, avant cette date, chaque président pouvait disposer du mobilier de la Maison-Blanche comme bon lui semblait, et notamment le vendre. Outre la protection des collections, Jacqueline Kennedy souhaite également retrouver ces différents éléments dispersés au cours des 19e et 20e siècles, notamment les objets issus des commandes faites par James Monroe en 1817 auprès de manufactures françaises, notamment Thomire pour l'orfèvrerie, Dagotti pour les porcelaines et Bélanger pour le mobilier. En partant ainsi à la recherche d'éléments originaux à la Maison-Blanche, Jacqueline Kennedy fait de la restitution d'état historique, ce que l'on tente de faire justement à Versailles, en voulant retrouver, entre autres, les meubles vendus à la Révolution. Pour superviser la restauration des décors qui doivent accueillir toutes ces trouvailles, la première dame s'adresse d'ailleurs à une vieille connaissance de Gérald van der Kemp, le flamboyant conservateur de Versailles. Elle fait ainsi venir Stéphane Boudin, le directeur de la non moins célèbre maison de décoration Janssen. Le décorateur de la rue Royale à Paris s'est en effet spécialisé depuis longtemps dans la création de décors historicistes de très haute qualité qui ont séduit de la cour de Belgique à la duchesse de Windsor. C'est certes un peu paradoxal de s'adresser ainsi à un décorateur, a fortiori français, mais Jacqueline Kennedy estime que Stéphane Boudin a l'expertise, l'œil et surtout l'art de magnifier les meubles et les objets dans une précision toute muséographique. Il a d'ailleurs travaillé pour le Metropolitan Museum de New York et un de ses élèves, Henri Samuel, a travaillé de concert avec Van der Kemp à Versailles, notamment pour le Salon des Glaces de Trianon et les salles Empire des Attiques. Cette intervention officieuse de Stéphane Boudin, car on se garde bien de faire de la publicité autour de cette influence étrangère à la Maison-Blanche, aboutit en 1961 à la restauration de la Red Room. Ce salon, autrefois aménagé dans un style vaguement colonial sous Truman, est restauré dans un style empire, directement inspiré du salon de musique de Malmaison. La pièce fait désormais la part belle aux créations des ébénistes français et américains du début du XIXe siècle.
Cette influence de Malmaison est encore plus flagrante dans la Blue Room. Autrefois dotée d'une tenture murale assez triste, elle est totalement restaurée en 1963 et transformée en tente Empire. On y replace alors une partie du mobilier d'origine, livré en 1817 par l'ébéniste Bélanger. En visite à la Maison Blanche, Van der Kemp aurait dit que ce salon était désormais digne de Versailles. Jacqueline Kennedy reviendra en simple touriste en 1979 à Versailles. Les choses auront bien changé, elle était devenue entre-temps Madame Onassis. Les beaux salons qu'elle avait fait restaurer, à grands frais et avec passion à la Maison Blanche, n'existaient d'ailleurs plus. Nixon les avait fait entièrement redécorer, car jugés notamment trop français. Versailles même avait changé, le temps des grands dîners d'État dans la Galerie des Glaces touchait à leur fin. Un tout dernier, pour le roi et la reine de Suède, devait être organisé l'année suivante. Si vous désirez prolonger cette petite promenade, je vous conseille les quelques ouvrages suivants. Tout d'abord le Gérald van der Kemp, un gentilhomme à Versailles de Franck Ferrand, qui rend un hommage appuyé à cette figure incontournable de Versailles et à qui le château doit encore beaucoup. Ensuite, l'excellent Le Versailles des présidents de Fabien Oppermann, ou comment la République s'est bien accommodée des fastes du Palais des Rois, et comme nous venons de le voir, l'a largement utilisé. Le catalogue de l'exposition Un président chez le roi de Gaulle à Trianon, une exposition qui a eu lieu en 2016, et qui se concentre sur les aménagements de Trianon et de Trianon-sous-Bois en 1964 par le mobilier national et le décorateur Serge Royot. Enfin, je me permets de vous proposer mon propre essai sur l'influence de Malmaison sur les restaurations de la Maison Blanche par Jacqueline Kennedy entre 1961 et 1963. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite virtuelle à travers le temps, à la redécouverte de ces grands et petits moments qui ont fait et qui font encore ce cher Versailles. Portez-vous bien, restez chez vous et je vous dis surtout à très bientôt, à Versailles évidemment. Au revoir.